Écologiste du Puy-de-Dôme. Face à vous, Philippe Vigier, député et président du groupe UDI à l'Assemblée. Bienvenue dans la séance continue. Et l'agriculture était bien sûr au cœur de ces questions au gouvernement consacrées à l'Europe, alors que les éleveurs continuent leur mobilisation. Ils bloquent aujourd'hui la ville de Rennes, manifestation à Toulouse. Lundi, Stéphane Le Foll négociait à Bruxelles. Le Premier ministre, lui, a fait des annonces dans l'hémicycle, notamment au sujet des charges. Écoutez le Premier ministre. Le gouvernement veut agir sur le niveau des charges. C'est essentiel, notamment par rapport à la concurrence qu'ils connaissent avec d'autres pays européens. Le président de la République a annoncé jeudi dernier une baisse des charges sociales qui doit intervenir sans délai pour tous les agriculteurs. Un décret va donc prévoir une baisse immédiate de 7 points de charges sociales. C'est déjà plus que le CICE. Cumulé à la baisse de 3 points de cotisation famille en vigueur depuis le 1er janvier 2015, avec le pacte de responsabilité, cette nouvelle mesure de 500 millions d'euros aboutit à une baisse de cotisation de 10 points pour les agriculteurs supérieure à celle du CICE. C'est plus que ne demandaient les représentants du monde agricole que nous venons de rencontrer encore il y a un instant avec le ministre de l'Agriculture. Daniel Roy, vous avez bien entendu écouté ces annonces du Premier ministre. Une réaction à ces baisse de charges, cette année blanche fiscale, avec ces normes également qui vont être limitées. Pour moi, il ne répond pas à la question. Parce que la question que posent les éleveurs, et malheureusement de façon violente, puisqu'il y a une personne qui vient de perdre la vie dans ces affrontements, et ça c'est scandaleux, il faut bien voir que c'est un désespoir par rapport à une grande distribution qui de plus en plus assèche les possibilités pour les agriculteurs d'exister. Et donc la réponse courageuse et que pourrait avoir le ministre de l'Agriculture et qu'il pourrait défendre à Bruxelles, c'est de mettre en place un prix plancher. En particulier les éleveurs. Moi, je suis d'une région d'élevage de moyenne montagne. Il est d'évidence que, puisqu'il n'y a plus les quotas laitiers, il faut mettre en place un prix plancher. Il ne faut pas que les éleveurs soient contraints de vendre à perte. C'est cela qui serait une annonce qui aurait du sens et qui, je crois, pourrait être défendue à Bruxelles. Après tout, d'autres pays s'abstraient assez souvent des règles de communes, de la PAC ou d'autres, les Britanniques en particulier, pour que nous puissions taper du poing sur la table aussi. Philippe Vigier, ce prix plancher, vous y êtes favorable, ce que propose Daniel Roy? Oui, c'est une bonne idée, parce qu'on sait que lorsqu'on vend le porc à 1 euro le kilo, on perd de l'argent. Si on perd de l'argent, on ferme l'exploitation, et puis quelquefois il y a ces drames, cette désespérance terrible dans le monde agricole, et en particulier chez les éleveurs. Là, c'est une réponse d'urgence qui est apportée. D'ailleurs, il a fallu qu'il y ait un arbitrage du président de la République, du Premier ministre, et après d'ailleurs qu'il ait reçu le premier des agriculteurs, c'est-à-dire Xavier Belin. On voit que le ministre Le Foll, c'est même pas lui qui a fait les annonces à l'Assemblée. Donc c'est un des aspects de la réponse en urgence. Mais ça ne suffit pas. Il y a cette affaire du prix plancher. Il y a une autre question, c'est évidemment le problème de l'embargo russe. Le Premier ministre a reconnu tout à l'heure que ça serait très difficile pour le lever. C'est un des obstacles qu'il faut lever. Il n'y a pas que cela. Il y a des mesures d'étiquetage européen. Or, vous savez très bien qu'il y a uniquement l'étiquetage français qui a été proposé. Il faut aller à l'échelle européenne. Et enfin, il y a un dernier mot qui rejoint l'affaire de la grande distribution. C'est la sécurisation des marges. On doit être capable d'encadrer de manière à ce qu'il y ait cette sécurisation des marges qui seule permettra aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail. Donc le chantier, en urgence, on éteint un peu l'incendie. On s'aperçoit d'ailleurs qu'on est à quelques jours du salon de l'agriculture. Moi, nous entendons cette détresse. J'attends une politique européenne ambitieuse. La fin des quotas laitiers est un désastre. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, tirer vers la qualité et assurer les prix. Il y aura sûrement des pressions à Bruxelles jeudi et vendredi. Le Premier ministre a dit aussi qu'il y avait besoin de restructuration et que la profession doit évoluer. Alors, elle doit évoluer, mais peut-être pas dans le sens de, en particulier, ce que demande le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, qui est un
ultralibéral qui ne veut que des fermes-usines partout, alors qu'on voit bien que ce qui fait vivre les agriculteurs en France, c'est au contraire la qualité. Donc l'étiquetage, il y en a un, l'étiquetage européen, il n'est pas suffisant. Il existe depuis longtemps. Il n'est pas suffisant. Et en particulier, il ne dit pas assez si l'alimentation des animaux a été OGM, si les animaux ont été élevés dans une batterie, dans une ferme ou dans une vraie ferme. C'est aussi un étiquetage des produits transformés qui est réclamé. Voilà, étiquetage aussi des produits transformés. Et de ce point de vue-là, y compris dans la façon dont les animaux, je le répète, ont été élevés. Donc, de ce point de vue-là, il y a des propositions à faire que la France pourrait porter plus fortement, d'autant qu'on voit bien que ce sont les produits transformés, c'est la valeur ajoutée que les agriculteurs amènent qui les sauve pour la plupart d'entre eux. Je reprends ma région, zone d'élevage, ma circonscription c'est le Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire c'est une vraie valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que les éleveurs n'aient pas de problème, ils en ont d'autres avec des problèmes locaux, mais ça veut dire que la qualité de leurs produits est reconnue. Donc, il faut valoriser encore plus ces agricultures, parce que celles-ci, elles sont familiales, qui font des produits de qualité, et puis obliger, je le répète, les grandes surfaces à appliquer des prix planchers. C'est pas possible de continuer à étrangler des agriculteurs qui sont pris en tenaille, et il faut peut-être le rappeler maintenant, entre ceux qui leur vendent des intrants d'un côté, les mêmes qui après font la grande distribution de l'autre, Monsieur Belin en tête. Si je vous entends bien tous les deux. Il a quand même défendu cette profession avec une énergie folle. Ne lui faisons pas de mauvais professeurs. C'est pas facile d'être un patron syndical où il y a tant de types d'agriculture. Et un patron de multinationale aussi. Non, ça, c'est un peu facile. Je le connais très bien. Je sais quel est son engagement et qui a été, en particulier, depuis quelques semaines, jour et nuit, sur ce dossier. Et si simplement, je vous comprends bien, Stéphane Le Foll doit faire plus pression sur l'Europe. Oui, ça, nous sommes d'accord pour faire pression sur l'Europe. On va à la fin de l'année 2016, on sera quasiment au bilan à mi-parcours de la politique agricole commune de 3 ans. Il faut qu'il y ait une ambition agricole européenne forte. Mais il y a trop de disparité entre les agricultures à l'intérieur de l'Europe. Je vais prendre un seul exemple que ma collègue connaît très bien. C'est le SMIC en matière d'agroalimentaire, notamment en Allemagne, qui n'est pas celui qui est encadré comme il l'est en France. Ça, c'est un élément de concurrence déloyale. Il y a des salariés allemands qui sont payés 4 € de l'heure. C'est absolument scandaleux car vis-à-vis de l'agroalimentaire française, qui est pourtant un domaine pourvoyeur d'emplois, d'activité, eh bien, nous sommes en situation de concurrence déloyale. Et la deuxième chose, je suis opposé à cette idée, je crois qu'on se rejoint, sur le fait que ce soit uniquement des fermes industrielles, parce que n'oublions pas que l'agriculture, c'est la vie de nos territoires, c'est l'aménagement de nos territoires. Ce sont ces femmes et ces hommes qui sont là et qui vivent de leur terroir et des produits qu'ils doivent vendre. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faille pas se moderniser. Et le grand sujet, c'est la structuration des filières et la garantie des prix. Et ces questions seront donc débattues demain et vendredi à Bruxelles. On va poursuivre ensemble avec le Brexit, cette menace de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. D'intenses négociations se tiennent depuis plusieurs jours à Bruxelles avant le sommet européen de la fin de semaine. Manuel Valls, le Premier ministre, est revenu sur les demandes du Royaume-Uni et les demandes que la France n'acceptera pas. Écoutez-le. Un accord est-il possible? Nous le croyons et nous l'espérons, parce que le départ de la Grande-Bretagne signifierait un choc dont aujourd'hui on a du mal à imaginer les conséquences pour l'Europe. Si, Monsieur Poniatowski, un choc peut-être pour l'Europe, mais surtout un choc sur le regard que le monde porterait sur l'Europe, qui connaîtrait ainsi une crise marquée par le départ de l'un de ses pays membres. Et nous l'espérons que l'accord ait lieu, parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de la France, l'intérêt du Royaume-Uni lui-même, c'est que celui-ci reste dans l'Union. Et Daniel Roy, les demandes du Royaume-Uni aujourd'hui sont-elles acceptables? Je crois que elles ne sont pas acceptables si David Cameron continue à vouloir, en définitive, rendre l'Europe responsable de ce qui est un problème interne à son parti. Il y a une volonté de garder le Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais pas à n'importe quel prix. Je crois que moi j'ai mené une délégation il y a 15 jours à Londres. Nous avons rappelé à nos collègues que s'ils sortaient de l'Union européenne, ils mettent en danger l'Union européenne, mais ils se mettent en danger aussi, car il n'y a pas de raison que demain, s'ils sortent, les Écossais ne disent pas, avec un nouveau référendum, nous voulons rester dans l'Union européenne, et je crois qu'ils seraient tout à fait bienvenus, ou que les Irlandais du Nord disent, nous sommes tout compte fait bien mieux avec l'Irlande du Sud. Donc on voit bien qu'il y a là un manque de réflexion, un populisme qui est dangereux pour tout le monde, et je crois qu'il faut dire fermement
au Royaume-Uni qu'il est déjà très privilégié, qu'il ne peut pas demander à avoir un veto sur la zone euro, parce que c'est un petit peu ce qui est demandé en filigrane, et qu'il ne peut pas, parce que ça n'est pas Alors que le Royaume-Uni ne fait pas partie de la zone euro. Le Royaume-Uni ne fait pas partie de la zone euro et ne veut jamais en faire partie, il faut le rappeler aussi, et qu'il ne peut pas non plus imposer à l'Union européenne un manque de circulation des travailleurs, car à l'heure actuelle, le Royaume-Uni vise non pas le plombier polonais, mais le peintre polonais, ce qui revient au même et qui est proprement scandaleux, parce que c'est la liberté de circulation des Européens entre eux qui le remettent en cause. Philippe Vigier, qui a le plus à perdre d'un Brexit? Tout le monde. Tout le monde. Voilà. L'Europe est faible. Elle est traversée par une crise économique et sociale sans précédent, comme l'est d'ailleurs le monde. Or, on voit que le continent européen résiste moins que certaines parties du monde. Et on voudrait rajouter de la crise à la crise pour que M. Cameron essaye de récupérer quelques nouveaux avantages pour régler des problèmes de politique interne et surtout de faire croire aux Anglais, vous voyez, j'ai demandé, j'ai obtenu, l'Europe me donne ce que je veux. Ça, c'est désastreux. Nous, à l'UDI, nous sommes totalement opposés à faire des concessions au Royaume-Uni. En particulier, cette monnaie unique, l'euro, qui a été tant décriée, qui a été un pacte de stabilité. Que l'Europe ait des défauts, nous sommes les premiers à le reconnaître. Qu'elle devienne plus démocratique, il le faut. Qu'elle devienne pourvoyeuse d'emplois, par exemple, avec une politique industrielle européenne. Politique de défense, vous en parliez dans le sujet tout à l'heure. Lorsqu'il y a des opérations extérieures, c'est nous qui finançons tout et c'est nous qui y sommes. Les Anglais viennent de temps en temps, les Espagnols nous donnent un coup de main. Il faut cette Europe forte, sinon l'europhobie va augmenter. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Les États membres vont se replier les uns sur les autres. Donc nous disons non. On n'est pas là pour satisfaire des problèmes politiques internes à l'Angleterre. Et si les Anglais veulent partir, mais qu'ils sortent. Et ils verront, et vous verrez, je vous dis les choses, ils ne partiront pas. Est-ce l'occasion d'une réforme de l'Europe, cette crise actuelle, en un mot? Alors, je l'espère, parce que je crois que l'Europe, effectivement, est en train de craquer de tous côtés. Mais les seuls qui peuvent reprendre la main, c'est la France et l'Allemagne ensemble, pour tirer toute l'Europe. La France doit être à l'initiative et les propos du président de la République ne m'ont pas rassuré. Merci en tout cas à vous. Merci Philippe Vigier. Merci Daniel Roy d'avoir participé à cette émission de parlementaire. Quant à moi, je vous retrouve demain à 14h. Très bel après-midi sur les chaînes parlementaires.